Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Donald Trump a commencé à constituer son équipe dans une certaine confusion. Un bras de fer pourrait s'installer avec la présidente de la Fed, Janet Yellen. Plan de relance, baisse des impôts, protectionnisme, refus de l'accord de Paris sur le climat. Comment évaluer le programme économique du président américain élu ? Dernier débat de la primaire de la droite et du centre, suivi jeudi soir par plus de 5 millions de téléspectateurs. Pour Opinionway, François Fillon et Alain Juppé l'ont reporté. Le programme de François Fillon est le moins crédible, a lancé Alain Juppé. On reviendra sur leurs projets économiques. Peuvent-ils être efficaces pour lutter contre le chômage ? Enfin, Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, une candidature irrévocable même si François Hollande se présente. Un candidat anti-système qui veut rassembler ni la droite ni la gauche, mais les Français, dit l'ancien ministre de l'économie. Des réactions très critiques du monde politique. Alors peut-il réussir ? Quel est son projet ? On en parle tout de suite avec mes invités. Éric Heyer est avec nous. Bonjour Éric, directeur de l'OFCE. Philippe Magnière, bonjour. Bonjour. Directeur de Footprint, président de Footprint Consultant et éditorialiste à Challenge et sur France Culture. Et puis Yannick Mireur est avec nous, bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, directeur de Nexus Forum. Qu'est-ce que c'est que Nexus Forum ? C'est un forum spécialisé dans l'information sur les États-Unis ? Et les questions énergétiques internationales. Et les questions énergétiques internationales, d'accord, merci d'être avec nous. Alors vous le savez, Donald Trump a commencé à constituer son équipe dans une certaine confusion. Plan de relance, baisse des impôts, refus de l'accord de Paris sur le climat. Alors comment évaluer le programme économique du président élu ? Quelques réactions et on en débat ensuite. Je sais qu'il est plutôt protectionniste, mais s'il ne peut pas échanger avec le reste du monde comme aujourd'hui, les premières victimes seraient les entreprises américaines. Je ne crois pas que ce soit un idéologue. Je crois qu'au bout du compte, c'est un pragmatique. Et cela peut lui être utile à partir du moment où il a de bonnes personnes autour de lui et qu'il sait clairement où il va. Nous allons faire des choses absolument spectaculaires pour le peuple américain. Nous avons hâte de commencer. En fait, on aimerait que ça puisse aller encore plus vite, que ce soit sur la réforme de la santé ou l'immigration et tant d'autres choses. Nous allons travailler dessus très vite et je pense que les choses vont se mettre en place assez rapidement. Yannick Mireur, alors bon, c'est vrai qu'il est en train de constituer son équipe. On ne connaît pas encore qui il va mettre au poste économique, social, mais il avait tout de même fait quelques annonces au moment de sa campagne sur la politique économique, plan de relance de 1 000 milliards de dollars, du protectionnisme, bien sûr, il veut revenir sur les accords de libre-échange, un retour aux énergies fossiles et puis une forte baisse des impôts et en particulier auprès des hauts revenus. Est-ce qu'en dehors du protectionnisme, ça vous rappelle un petit peu Ronald Reagan 81-82 ? Oui, mais la situation est quand même assez différente, même si les États-Unis ont besoin de retrouver un projet collectif et on a besoin de redéfinir un contrat social de sorte à ce que la croissance soit partagée par tous. Or, la situation est peut-être plus compliquée aujourd'hui parce qu'il y a une transition technologique considérable, enfin ce qu'on appelle la mondialisation pour faire court, qui produit des effets contradictoires, difficiles à cerner, difficiles à gérer dans le temps, avec un cycle électoral assez court, puisque je vous rappelle qu'il y a eu les midterms quand même aussi, donc une majorité républicaine à la Chambre, il y aura la même chose dans 2 ans. Et donc, c'est assez incompatible ce cycle électoral avec les enjeux de long terme et compliqués qu'il y a à gérer pour une équipe gouvernementale. Donc je pense que son défi, pour faire court, est plus ardu encore que celui auquel faisait face Ronald Reagan. Quant au protectionnisme, comme on vient d'entendre le président Obama le dire, je pense que contrairement à Reagan, auquel on compare souvent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais M. Trump, lui, n'a absolument aucune. Donc vous dites que ça n'a rien à voir avec Ronald Reagan, c'était en fait ma question. On parlait du personnage. Non, son programme. Je parlais de son programme économique, en fait. Pour moi, n'a rien à voir. Son programme économique, écoutez, je crois qu'il est quand même tôt pour juger parce qu'il est contradictoire, même s'il a de très bonnes choses comme la relance des infrastructures, qui est un serpent de mer aux États-Unis depuis longtemps, avec des sommes considérables, 1 000 milliards de dollars pour 10 ans, vous l'avez rappelé, et en même temps, une majorité et une inclination de lui-même à baisser massivement les taxes, à la fois pour les entreprises et pour certains revenus. Encore que là-dessus, bon, il faudra y revenir parce qu'il y a un sentiment anti-Wall Street assez fort là-dedans. Donc il y a des traits distinctifs qui collent un petit peu à l'époque et au ressort populaire
je me permettrai de ne pas dire populistes, qui ont accompagné sa victoire. Éric Heyer, tout de même, c'est vrai que moi, quand je regarde les vieux manuels d'économie de 81-82, je vois hausse des dépenses publiques. Alors, c'était des dépenses militaires. Au moment où Ronald Reagan est arrivé, là, il s'agit de dépenses d'infrastructures, mais enfin, on est à peu près dans les mêmes masses financières. Baisse des impôts drastique, et en l'occurrence, baisse des impôts auprès des riches, c'était aussi le programme de Ronald Reagan. Bon, la différence, effectivement, il n'y a pas de protectionnisme économique. Et ce qui me frappait, c'est qu'il y a une hausse des taux d'intérêt extrêmement forte et que du coup, ça s'est traduit par une récession pendant plusieurs mois en 81-82. Est-ce que ça pourrait se passer également aux États-Unis? Mais il est certain parce qu'on voit qu'il y a un rapport de force avec Janet Yellen, qu'elle veut remonter les taux d'un côté. Or là, s'il y a une explosion de la dette parce qu'il fait du déficit, voilà, c'est une question. Non, mais il y a une grande chance que s'ils mettent en place, encore une fois, c'est pas sûr qu'ils mettent en place l'intégralité de son programme, parce que, rappelons-le, il y a quand même le Congrès qui est républicain, certes, mais vous voyez, les 2 tiers de ce Congrès sont quasiment anti-Trump. C'est-à-dire ils sont relativement conservateurs, donc ça m'étonnerait qu'ils votent. Vous voyez qu'on est à peu près la baisse des impôts est assez populaire. Alors la baisse des impôts, mais alors vous voyez, c'est l'ampleur. Vous voyez que là, on est sur des ordres de grandeur en termes de relance, à peu près au-delà de 10 fois du plan de relance d'Obama en 2008 avec la crise financière. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des ordres de grandeur qui sont gigantesques. Alors je ne dis pas qu'il va pas le faire, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'il le fasse avec une ampleur telle. Mais il est certain qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la situation aux États-Unis, alors certes, il y a beaucoup d'inégalités, mais globalement, tout de même, il y a une inflation qui commence à remonter. Et donc de toute manière, hors ces effets de plan de relance, Janet Yellen allait remonter progressivement ses taux d'intérêt. Donc là, si vous mettez là-dessus un plan de relance gigantesque, l'inflation va repartir, c'était inévitable. Et donc, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une augmentation des taux d'intérêt, donc qui risque un peu plus forte même qu'anticipée, donc qui risque de contrarier une partie de ce plan de relance. Mais tout de même, vous voyez, un plan de relance aujourd'hui sur l'investissement, tout le monde l'appelle de ses voeux, enfin tout le monde, en tout cas le FMI, le CDE, la Commission européenne. Donc a priori, ça aurait un impact positif sur la croissance américaine. Oui, qu'on fait 1000 milliards, vous voyez, là ça fait à peu près 0,7 points de PIB chaque année pendant 10 ans. Vous voyez, les multiplicateurs aujourd'hui du FMI sont de 3, c'est sans doute exagéré. Mais vous voyez, même si vous prenez un multiplicateur de 1, ça relance. Vous voyez, c'est beaucoup plus que ce que demande la Commission européenne. Et ensuite, il y a les baisses d'impôts. Et les baisses d'impôts, vous voyez, on est sur 4 000 milliards au bas mot. Donc, vous voyez, c'est gigantesque. Donc, forcément, c'est un énorme plan de relance. Si vous le faites de façon isolée, ce qui est le cas, ça va faire une dégradation massive de leur balance commerciale qui est déjà extrêmement déficitaire. Et à mon avis, il est là leur souci, c'est que du coup, avec en plus $1 qui va s'apprécier, ça va être une catastrophe en termes de déficit commercial. Ah bon, une catastrophe en termes de déficit commercial, Philippe. En plus, on a vu qu'il y a une partie de bras de fer qui commence à s'engager, peut-être avec Janet Yellen, sur est-ce qu'elle va remonter les taux ou pas. Oui, alors... Même si les marchés, pour le moment, réagissent plutôt bien à la victoire de Trump. Il faut commencer par dire quelque chose qui a été déjà un peu dit, mais qui est le plus important, c'est qu'on ne sait pas tellement ce qui va se passer. C'est-à-dire que d'abord, quand quelqu'un est élu, on ne sait jamais bien ce qu'il va faire de ce qu'il a promis. En plus, on a un personnage qui a fait des promesses, pas parler du style, c'est un autre sujet, mais dans tous les sens, spectaculaires et dont on sait bien qu'elles ne sont pas forcément toutes faites pour être tenues. D'ailleurs, lui-même a déjà rentré de la toile sur un ou deux sujets assez fondamentaux de ce qu'il disait. Bon, donc c'est très incertain. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on est à peu près sûr de comprendre qu'il fera, c'est-à-dire effectivement de la relance et probablement de la baisse d'impôts, c'est facteur d'inflation et c'est facteur de déficit budgétaire. Alors l'inflation, effectivement, c'était dans le tuyau et puis de toute façon, il y a des grands cycles. Et là, on est forcément reparti pour plusieurs années de hausse de l'inflation. Encore une fois, on ne va pas s'en plaindre. Il y a encore seulement 6 mois ou 1 an, tout le monde pleurnichait parce qu'on était au bord de la déflation. Donc si on a un peu d'inflation, c'est peut-être pas mauvais. L'inflation a quand même un certain nombre d'avantages malgré ses principaux inconvénients. Essentiellement, c'est un problème, l'inflation. Mais quand il n'y en a pas du tout, on voit bien que ça pose des problèmes en termes de mobilité sociale, en termes de sentiment de bien-être. Donc il y a des tas de sujets sur lesquels on parlera différemment dans 6 mois, 1 an. Il va pouvoir financer en tout cas une relance de ce type. Janet Yellen, de toute façon, elle aurait augmenté les taux et là, probablement, elle va le faire encore plus. Bon, on parlait de Reagan tout à l'heure. Il y a des tas de points communs. Il y a quand même des points qui sont très différents. Par exemple, quand Reagan prend le pouvoir, les impôts sont extrêmement élevés. Donc, baisser les impôts, franchement, n'est pas idiot. C'est pas juste un cadeau aux riches. C'est que les impôts étaient objectivement à un niveau très élevé. Là, ils sont assez bas aux États-Unis. Surtout sur les riches. Très hauts revenus. Donc, les baisser aujourd'hui, c'est compliqué politiquement. Je suis pas sûr qu'il aille très loin dans cette matière. Et sincèrement, ce n'est pas objectivement très souhaitable, surtout si on veut financer par ailleurs des infrastructures. Je crois qu'effectivement, l'alpha et l'oméga, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, c'est le juge de paix, ce sera le déficit extérieur, avec cette limite que les Américains impriment la devise mondiale et que donc les déficits extérieurs, ils y sont à peu près immunes. Il ne faut pas aller trop loin, mais ils peuvent se permettre des tas de trucs que les autres pays ne peuvent pas se permettre. Yannick Mirer, justement, sur la remise en cause des traités de libre-échange avec le Mexique et le Canada, en tout cas, il a dit qu'il allait le faire, avec le traité
pacifique. Bon, on sait déjà que le traité atlantique est mort-né, y compris du côté des Européens. Va-t-il renégocier avec les différents pays? Est-ce qu'il y aura peut-être des risques de représailles derrière? Non, je ne crois pas que... Ça, c'est une partie du programme qui me semble la plus compliquée à mettre en œuvre. D'abord parce qu'elle a des implications internationales. Je pense qu'il a largement sous-estimé, au-delà de la différence qu'il fait sans doute lui-même entre les promesses électorales et la politique qu'il mettra après. Je pense que lui-même, toute l'occasion, a sous-estimé par méconnaissance des complexes ramifications des accords de commerce internationaux, les limites des marges de manœuvre dans ce domaine. Par ailleurs, il y a aussi donc là, il va renier sa promesse. Et le fond de l'élection, je pense dans une grande mesure, on verra, il doit rencontrer le Premier ministre japonais, ça va être quand même quelque chose d'essentiel. Ça fait partie des points les plus importants pour l'accord transpacifique qui est ratifié par les pays. L'Australie a déjà dit que si évidemment les États-Unis jetaient l'éponge, eux ils fileraient avec l'alternative proposée par la Chine, ce qui est évidemment en termes stratégiques, c'est pas que le commerce. En fait, le commerce, pour Obama, ce traité transpacifique est un outil de levier pour prolonger l'influence américaine, l'arrimer, l'approfondir, la renforcer, et singulièrement avec le Japon et la Corée du Sud, puisque comme vous le savez, que la Corée du Nord et le développement de la Chine, et les agissements des Philippines qui laissent tomber les États-Unis pour se rapprocher de la Chine, il y a des enjeux stratégiques sous-jacents qui sont absolument considérables. Donc revoir ce traité commercial. Il avancera dans cette voie-là. Il y a déjà des républicains au Sénat, plutôt assez responsables, pro-libre-échange, qui ont dit que les choses ne se passaient pas comme ça, que c'était un échange, comme vous le savez, entre le président, l'exécutif et le législatif, singulièrement le Sénat pour les traités internationaux. Donc la partie sera beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il y aura beaucoup de mitigation, d'assagissement. Il va mettre un peu d'eau dans son vin en ce qui concerne... Il faudra quand même sans doute qu'il donne quelques gages à ses électeurs. Je ne sais pas sur qui ça va tomber, mais je ne serais pas surpris que ça tombe sur nous, parce que l'Europe est très impopulaire auprès de son électorat. Et donc, modulo ce qui vient d'être dit, c'est très complexe sur le plan juridique. On s'expose toujours à des mesures de rétorsion. Mais enfin, moi, si j'étais Trump, je me dirais sur qui je tape sans avoir trop d'ennuis. Pas l'Asie pour les raisons géopolitiques qu'on vient d'évoquer. L'Europe, ça plaît toujours. Mais le traité n'existe déjà plus, Philippe. Non, mais il y a des tas de cas. On peut mettre des droits de douane sur des trucs et des machins quand on veut faire. Même Bush l'a fait. Bob Zoellick, par exemple, a été complètement à contre-peuple. C'est un vrai libre-échangiste. Mais quand il était patron du commerce international américain, il a organisé le doublement, le triplement du prix de l'acier importé d'Europe. Ce qui était totalement illégal. Mais le temps que ça soit jugé illégal, vous pouvez toujours faire des numéros qui sont désagréables pour la partie en face. Et là où je rejoindrai Philippe, c'est que si vous regardez les balances courantes, elle est largement excédentaire en Europe, 4 points de PIB, et largement déficitaire aux États-Unis. Donc normalement, en économie, le taux de change devrait se rétablir. Or, les Européens ne veulent pas dévaluer leur monnaie, au contraire, ne veulent pas apprécier leur monnaie, au contraire, veulent la dévaluer avec le quantitative easing européen. Et donc là, effectivement, il y a des arguments pour dire vous ne jouez pas le jeu. Et donc, du coup, on peut prendre des mesures, attention aux mesures de rétorsion de l'autre côté. Donc on peut s'attendre à un bras de fer finalement quand même entre les États-Unis et l'Union européenne. Merci à tous les trois. On se retrouve juste après le journal. Vous restez avec nous. Ah non, t'es pas prêt. Ah non, prendre un appartement tout seul, tu sais ce que c'est de gérer toute la paperasse, les factures. C'est extrêmement compliqué. Le dossier de location. Oh là là là. Peu de gens savent le faire. Peu de gens. Et la fac, tiens, tu sais jusqu'à quand tu peux t'inscrire? Ben non, tu seras là, c'est quand? Et tu seras le 14, 18, je sais plus. Avec l'application DigiPost Plus, c'est simple de gérer le quotidien de votre famille. Tu dormiras plus. Ou alors, mais... Comme Virginie, envoyez de l'argent grâce à l'appli Western Union. En ce moment, pour votre première transaction, profitez de 0 € de frais de transfert. Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A était garée devant l'entrée. Le couple et ses complices. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose, là? Quoi? Les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... 5 compacts, 5 offres exceptionnelles. À découvrir sur offre-mercedes.fr. Mercedes-Benz, the best on nothing.